Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Un parfum littéraire. Je me propose aujourd'hui de vous faire un compte-rendu d'une lecture qui est celle par laquelle j'ai achevé l'année 2025, qui est Le noir est une couleur de Griselidis Réal. Alors, c'est une lecture qui, je pense, peut être particulièrement clivante et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, je vais rappeler qui était en deux mots Griselidis Réal, pour celles et ceux qui ignoreraient qui était cette femme et ce que je savais moi également lorsque j'ai commencé cette œuvre. Ce pourquoi on la connaît surtout, c'est que c'était une prostituée. Donc elle était suisse, elle a fait de la prison en Allemagne pour trafic de drogue. Elle n'a pas été prostituée toute sa vie, mais elle a d'abord été prostituée par contrainte, avant de l'être par choix, et elle s'est battue pour la légalisation de la prostitution en France, pour des conditions de travail pour les travailleuses et travailleurs du sexe qui soient décentes. Et elle était voilà extrêmement professionnelle. Elle a écrit carnet de balles d'une courtisane, je crois, où elle listait tous les clients qu'elle avait, quelles étaient les pratiques de chacun, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, le tarif, etc. Donc voilà, vraiment pour elle c'était quelque chose de très cadré. Et moi, je la connaissais aussi pour sa poésie. Elle a écrit donc Cher Vive, qui est un de mes gros coups de cœur de 2025. Cher Vive, ce sont les poésies complètes en fin de Griselidis Réal, qu'elle a écrit entre autres en prison, pas que, mais entre autres. Et je vous en parlerai, c'est extrêmement beau et intéressant. Elle a aussi été invitée sur de nombreux plateaux télé, elle a donné de nombreux colloques, il y a des documentaires qui ont été faits sur elle. Je vous conseille d'ailleurs de regarder Belle de nuit, qui est un très beau documentaire que vous pouvez trouver en ligne, moyennant, je crois qu'il coûte 2 € en ligne. Voilà, donc c'est un très chouette portrait de cette femme. Et elle a donc également longtemps correspondu avec Jean-Luc Hénig, qui a publié cette correspondance sous le titre La passe imaginaire. Voilà. Je m'attendais donc à quelqu'un avec un destin un petit peu particulier et j'étais très loin du compte. C'est-à-dire que sa vie, elle a été chaotique, elle a été brutale, elle a été violente, elle a été misérable. C'est une femme qui a été battue, c'est une femme qui a été violée, qui a été séquestrée, qui a été mise à la porte avec ses enfants, qui a connu la misère la plus terrible. Elle a été dénoncée. Enfin bon, bref, voilà, c'est une vie tout finalement sauf sereine, paisible, reposante. Voilà quoi, vraiment c'est une vie qui est digne d'un film. Alors, c'est présenté comme un roman autobiographique, hein, c'est écrit derrière. Donc, je ne sais pas quelle est la part fictionnelle, romancée de sa vie. Il y en a sûrement une partie, mais pour avoir croisé plusieurs témoignages de personnes qui ont croisé la vie de Griselidis Réal, c'est quand même très proche de sa réalité. Donc, l'écrivaine, elle se présente, et ça on peut pas lui retirer, comme une femme qui est solide, comme une femme qui est extrêmement forte. Je pense que, vraiment, hein, je pense que la écrasante majorité d'entre nous, si on avait vécu le quart de ce qu'elle a vécu, bon, on se serait foutu en l'air, hein, je pense, très honnêtement. Voilà. Donc c'est une vie qui est surtout faite de passion, au pluriel, et je ne m'attarderai pas sur sa vie artistique, parce que cela fera l'objet d'une autre vidéo à un autre moment donné. Voilà, elle a été peintresse, elle a été poétesse, elle a été donc écrivaine de façon plus générale, elle a été modèle, enfin bon, donc il y a de quoi faire une vidéo en entier. Je vais donc essayer d'en dévoiler le moins possible, néanmoins c'est absolument illusoire de se dire qu'il n'y aura aucune révélation, donc voilà, sachez que je vais vous dévoiler pas mal d'aspects de sa vie. Alors,
Je remets un petit peu dans le contexte parce que je pense que c'est important. Ça se passe donc dans les années 60 et il faut quand même se rappeler que les années 60 dans Europe et là en Allemagne plus particulièrement, puisque ça se passe en Allemagne, c'est un peu particulier. L'Allemagne, je vous le rappelle, dans les années 60, elle est scindée en deux. Vous avez la RDA et la RFA. Donc l'Allemagne de l'Ouest étant la RFA et l'Allemagne de l'Est étant la RDA. Et nous, ça se passe donc dans la partie ouest, dans la partie fédérale. Donc, c'est là qu'elle a fui, Griselda Liz-Réal. En fait, elle a pris ces deux gamins dont on lui avait retiré la garde, elle les a pris sous le bras, elle est partie avec un mec qu'elle a fait sortir d'un asile psychiatrique. Déjà, là, tu te dis pourquoi et elle est partie donc en Allemagne. Il y a l'explosion du capitalisme dans l'Allemagne de l'Ouest. Mais il y a également le fantôme de la Seconde Guerre mondiale qui était extrêmement présent et qui va ponctuer comme ça régulièrement le texte. Voilà pour le contexte. Ce qu'il faut dire de l'ouvrage, c'est qu'il n'y a aucune scène d'exposition. Généralement, vous prenez n'importe quelle autobiographie de n'importe quel écrivain ou écrivaine, vous avez une présentation de l'enfance de cette personne, même si c'est 30 lignes, mais ça reste 30 lignes pour vous remettre un petit peu dans le contexte d'où est issue l'autrice ou l'auteur, qu'a été sa vie, etc. Dans la prime enfance. Là, absolument pas. Voilà, on n'a rien, on est lancé in medias res dans sa vie. La première phrase du texte, moi elle m'a choquée. Vous allez comprendre pourquoi. La première phrase du texte, c'est « J'ai toujours aimé les noirs ». Voilà. Suivi de très courts paragraphes descriptifs où elle raconte des moments de sa vie, mais vraiment en quelques lignes, 5 lignes, où des noirs sont intervenus dans sa vie. Donc quand elle avait 6 ans, quand elle avait 27 ans, quand elle avait 32 ans. Voilà. C'est donc déstabilisant et provoquant. Alors provoquant, je pense déjà à l'époque, à la sortie du livre, puisqu'on était dans un contexte de racisme haineux, hein, voilà. La communauté afrodescendante, elle était vraiment très mal perçue. On le voit à un moment donné dans le livre avec un passage où elle part en voiture avec Rodwell, qui est son amant du moment. Et pour ne pas être mal perçue, Rodwell est obligé de se cacher, de s'allonger en fait sur le sol de la voiture pour pas qu'il puisse être visible de l'extérieur. Voilà, ça donne un petit peu une idée du contexte dans lequel vivait la communauté noire à ce moment-là en Allemagne de l'Ouest. Donc, je pense qu'elle cherchait à bousculer les bourgeois. En fait, à ce moment-là, il faut quand même rappeler qu'elle vient d'un milieu bourgeois, Griselda Liz-Réal. Elle vient pas du tout des bas-fonds de la société. Elle a reçu une éducation très bourgeoise, très religieuse, voilà. Donc, elle a vraiment pris le contre-pied de tout ça. Alors aujourd'hui, c'est une ouverture du livre qui est choquante, en fait, pour moi, par rapport à la fétichisation qu'elle fait des personnes noires. C'est-à-dire que ça se veut positif, et en fait, on va rejoindre cette idée de l'enfer est pavé de bonnes intentions, en fait. C'est-à-dire que avoir des préférences physiques, c'est normal, et c'est commun à toutes et à tous. Je veux dire, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là, on est vraiment sur en tout cas je l'ai ressenti comme ça, comme de la fétichisation. Elle parle de race noire, de cette merveilleuse race noire, et on a vraiment l'impression que chaque amant pourrait être interchangeable finalement. Tout ce qui compte, c'est le fait qu'il soit noir. Elle va dans des clubs de jazz pour chercher un amant, et vraiment on a l'impression que voilà, elle déshumanise en fait complètement ces hommes-là, quand bien même c'est pas le cas, puisqu'elle elle condamne justement les blancs qui ne seraient pas capables de faire des distinctions de traits physiques chez deux personnes de couleur noire. Là vraiment elle parle, et moi ça m'a vraiment, j'ai vraiment eu du mal avec ça. En fait, les corps sont complètement fétichisés, c'est-à-dire que dès qu'on va déshumaniser des personnes pour les faire rentrer dans une catégorie remplie de stéréotypes, eh bien, ça devient extrêmement gênant, et c'est ce qui se passe ici. Donc en fait, elle les chosifie, hein, si je dois citer Aimé Césaire. Je vous donne quelques exemples, histoire qu'on se rende bien compte de ce que c'est. Alors j'ai noté, page 70, leur odeur est un vin longtemps vieilli au fond d'une outre de cuir. Je me glisse dans cette jungle au chaud humus noir irisé de sueur, je disparais dans la houle des danses.
Alors, c'est pas parce que c'est beau que c'est pas fétichiste. Oui, je veux devenir noire, revêtue de nuit. J'ai tant marché dans son ombre que je serai comme elle, veloutée et presque invisible. C'est juste oublier tout le racisme qu'il y a autour du fait d'être noir à cette époque-là. L'âme noire est intimement liée à celle des enfants. Héritage colonial, à fond. Mouvement doux, sûr et puissant de fauve honorant sa femelle. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'avais noté encore? Un autre noir est venu comme un tigre à minuit dans les herbes secouer la barrière du jardin. Allez, on est dans l'exotisme le plus cliché. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Qu'il est beau, qu'il est noir, quels magnifiques yeux et quel sourire. Il est de Chicago croisé avec l'Inde. Sa peau noire a des fulgurances rouges, le blanc des yeux est ambré. Il sent bon la cannelle. Pardon, ça me fait rire, mais ça me tombe des mains. Voilà, ça me tombe des mains. Il n'y a rien de plus doux que d'épaisses lèvres de noir. On y repose sa bouche comme sur des coussins de soie. Elles ont un goût de cannelle et de muscade. Elles sont magnifiquement bleutées et tendres. Ah là, je plonge mes narines dans son crin rugueux pour mieux sentir l'odeur âpre de la négritude. Bien, je pense que vous avez compris pourquoi est-ce que c'est quelque peu problématique aujourd'hui, en 2025. Dans les années 60, dans les années 70, puisque ça a été publié en 74, j'entends que ça se voulait progressiste. C'est pour ça que je parlais de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais en fait, c'est juste du racisme positif, quoi. Mais ça reste du racisme. Donc, et c'est assez paradoxal parce que, alors, je vous passe tous les passages sur leur virilité, leurs membres, etc., où vraiment voilà. Et donc, c'est assez paradoxal parce que dans le documentaire Belle de Nuit dont je vous parlais en introduction, elle dénonce le fait, je cite, que les prostituées soient considérées comme des humains déshumanisés. Mais sauf que c'est exactement ce qu'elle fait quelque part lorsqu'elle décrit les personnes noires et ses amants comme elle le fait à travers leur odeur, à travers cet héritage de l'exotisme colonial qui nous vient tout droit du XVIIIe et du XIXe siècle surtout. Donc voilà. Ceci dit, c'est vrai que ce serait faire preuve de mauvaise foi que de dire qu'il n'y a que ça dans ce bouquin. Ce n'est pas vrai, c'est extrêmement dérangeant, mais il y a d'autres choses qui, elles, sont intéressantes. La littérature, c'est le témoin d'une époque. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, faut remettre dans le contexte. On ne peut pas aujourd'hui lire Griselidis Réal sans remettre dans l'histoire politique, dans l'histoire littéraire de l'époque. Elle parle de négritude. Je rappelle que la négritude, c'est un mouvement à part entière au début du XXe siècle et qu'il est fort probable que Griselidis Réal connaissait ce mouvement de la négritude et qu'elle a sûrement, j'espère, utilisé ce terme comme un hommage plutôt que dans le sens raciste du terme. Donc la remise en contexte est importante et la littérature devient le témoin d'une époque. Et ça c'est intéressant parce que on plonge en fait dans la réalité de ce que c'est que la prostitution de rue, de ce que c'était, de ce que c'est malheureusement encore aujourd'hui. La prostitution de rue, c'est-à-dire celle qui va être subie, celle qui est en fait un ressort contre la faim, celle qui se fait dans l'illégalité, celle qui se fait dans la peur, celle qui fait que on marche dans la nuit, dans le froid, en ayant peur des flics pour la cité. Elle le dit, hein, chaque aube est une délivrance, une résurrection. On a échappé au pire. Donc c'est un métier qui est dangereux. Plusieurs scènes comme ça où elle dit je rentre dans une voiture mais je sais pas en fait, est-ce que je vais ressortir vivante, est-ce qu'il va pas m'amener au fond d'un bois pour me tuer, enfin voilà, on a vraiment ça qui est très très présent. Et elle analysera en fait de façon très poétique le fruit de son travail lorsque Bill, qui est ce mec qu'elle a tiré de l'asile psychiatrique avec qui elle est partie en Allemagne, c'est lui en fait qui va lui dire mais pourquoi tu te prostitues pas, t'es fait pour ça, t'es faite pour ça. Ce à quoi elle dira ok. Et donc, elle analyse le repas qu'elle a réussi à fournir à sa famille après une passe en disant, et je trouve ça très très beau, oui, c'est mon corps qu'on mange, ce sont ma chair, mes larmes qui ruissellent sur la table. L'âcreté de ma nuit sans sommeil parfume les plats. Donc on a une plume poétique de l'écrivaine qui déjà là commence à se déployer. C'est à la fois cru, c'est violent, mais c'est beau. Et on a comme ça des instants
artiste qui, petit à petit, se dévoile et on sent qu'en fait, on a une écrivaine en train, de trouver sa voix et je trouve ça très, très beau. Il y a tout n'est pas égal, mais il y a des passages comme ça, on se dit: «Waouh, là, c'est du Grésilides réal et là, elle est en train vraiment de toucher quelque chose du doigt au niveau littéraire» et ça se confirmera après avec sa poésie, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, la réalité de la prostitution, livrée sans phare, hein, du début à la fin. Donc, elle nous parle de maladie, elle a chopé la syphilis, le fait qu'elle en a rien à foutre et elle vraiment, elle va la donner à ses clients et elle assume de la donner à ses clients. Yes, nickel, on adore. Les clients en question, donc elle va parler des clients qui sont violents, de ceux qui sont dangereux, de ceux qui sont voleurs, de ceux qui sont instables, de ceux qui ont des demandes très très particulières, genre celui qui lui demande clairement de le buter. Voilà. On voit aussi la réalité de la vie d'immigrés en Allemagne de l'Ouest à cette époque-là. Donc celle bien sûr des soldats noirs qui échappent en fait de leur caserne le temps d'une soirée pour aller dans un club de jazz ou pour aller voir justement pour aller dans des maisons de passe. On voit la réalité, donc je vous en ai parlé, hein, d'une femme séquestrée, abandonnée, violée, battue. Oui, battue dans le silence d'un appartement parce qu'elle dormait avec ses enfants dans la même pièce. Donc quand ils se battaient, il fallait pas faire de bruit. C'est horrible, vraiment, c'est affreux. Gros trigger warning sur ces sujets-là parce que vraiment, il y a des passages qui vraiment sont particulièrement scandaleux. Il faut recevoir quelquefois des gifles de ses amants. Une belle claque, sauvagement appliquée, reste gravée comme la meilleure des marques d'amour, surtout si on la mérite. Alors, je rappelle que battre son conjoint ou sa conjointe n'est absolument pas une marque d'amour, d'accord, voilà, que les choses soient bien claires, et qu'il existe des associations et des numéros que vous pouvez contacter pour vous aider si vous êtes dans cette situation, notamment le 3919. Voilà. Ceci étant dit, on est face aussi à la monstruosité d'un avortement clandestin. Alors c'est pas celui de Grésilides réal, c'est celui d'une jeune femme, mais c'est pratiqué dans des conditions terribles qui font que la jeune fille en question manque d'y passer. La nécessité d'entrer donc dans le trafic de drogue pour arriver à joindre les deux bouts. Voilà, donc en fait c'est vraiment un texte qui est une fenêtre ouverte vers l'Allemagne des années 60, la réalité de l'Allemagne des années 60, pour les plus basses classes sociales en fait de l'Allemagne. Voilà. L'autre témoignage qui, moi, m'a vraiment touchée, c'est celui du personnage de Tata, qui est un personnage tzigane qui a survécu au camp de concentration. Je rappelle, ça se passe dans les années 60. Donc, en fait, la libération des camps, elle est très proche. Je veux dire, la fin de la guerre 45, on est dans les années 60. Je crois que ça se déroule en 65. Enfin, c'est 20 ans avant. Donc, en fait, ce sont des gens qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, qui ont été déportés et qui ont survécu. Et je me permets de rappeler d'ailleurs, au vu de ce qui se passe politiquement actuellement, que la libération des camps date d'il y a moins de 100 ans et que les camps de concentration ne sont pas apparus comme ça, qu'il a fallu qu'il y ait des choses qui se mettent, une politique qui se mette en place petit à petit de façon à pouvoir, à la fin, mettre en place des camps de concentration. Voilà, je vous invite à réfléchir à ce qui se passe actuellement et à mettre en parallèle avec l'histoire. Parenthèse fermée. Donc, ce passé nazi, c'est vrai qu'il traverse toute l'œuvre. Alors déjà, ça se passe à Nuremberg. Alors, je ne sais pas si ça s'est réellement passé à Nuremberg ou si c'est un choix de l'écrivaine. Quoi qu'il en soit, Nuremberg, on ne peut pas y penser sans penser aux procès qui se sont déroulés à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. On a ensuite des passages qui font directement, explicitement référence à cette époque-là et au passé de l'Allemagne nazie. Donc je vais vous lire quelques passages que je trouve extrêmement beaux et qui pour moi font toute la force de ce fantôme comme ça de l'Allemagne nazie dans ce texte. À l'angle d'un mur, sur une sinistre tranche de briques rouges, je vois une inscription gravée sur une plaque de fer. Ici, tombèrent sous les balles des nazis un tel et un tel, étudiants. Leur sang s'évapora sur le trottoir, il prit racine dans les fentes du mur. Il vogue maintenant, métamorphosé en nuages rosés dans le ciel de cette soirée d'été. Il retombe en gouttelettes de diamants, mêlés aux jets d'eau. Il creuse de sombres rigoles dans la terre, sous nos pieds. Son fade parfum évanoui a noirci les pavés et brûlé les cœurs allemands d'un acide qui ne pourra plus jamais disparaître. L'Allemagne, tout entière, est rongée par leur sang. Il doit hurler parfois, s'exaspérer dans les beuveries et dans la voix éraillée de quelques ivrognes, vomissant leur bière dans les flaques d'urine gorgées de mégots.
Sonia, le son de ta voix rocailleuse résonne à mon oreille. Ton sourire est en moi, il m'habite. Ton ventre, tant de fois gonflé et brûlé par les maternités et les maladies sous ton petit tablier, c'est le ventre de toutes les fans tziganes déportées, dont les noms oubliés sont chuchotés aux portes des anciens camps, sur les chardons, les pierres et les vieux barbelés, enfoncés dans le sol des terrains vagues, les soirs de grand vent. Après la libération, un jour qu'elle marchait dans les rues de Munich, elle a rencontré un de ces monstres femelles nazis, une ancienne surveillante du camp qu'elle a reconnue. « Oui, me dit-elle, c'était une de celles-là, elle a fait semblant de ne pas me reconnaître, mais je me suis approchée, je l'ai regardée dans les yeux. Je lui ai dit « Quelle surprise de vous voir ici! Venez donc boire un verre avec moi pour fêter notre rencontre. » L'autre n'a pas osé refuser. Je l'ai amenée dans un café de tzigane que je connaissais bien. La salope ne se doutait de rien. J'ai parlé au mien en langue tzigane, elle ne comprenait pas ce qu'on disait. En quelques secondes, les tziganes avaient bloqué les portes, les fenêtres, on ne voyait plus rien de l'extérieur. Nous nous sommes tous jetés sur elle et nous l'avons tuée, assommée, déchiquetée à coups d'ongles, de lames de couteau, à coups de pied. Elle est morte sur le plancher et personne n'en a rien su. C'était la vengeance des tziganes. Alors, parfois, c'est une réalité qui va arriver au détour de conversations anodines. Par exemple, à un moment donné, Griselda Israël, elle n'ose pas se déshabiller, et puis Sonia lui dit non, mais en fait, parce qu'il y a Tata, donc son homme, l'homme de Sonia, dans la chambre, elle lui dit non, mais t'inquiète, des femmes nues, il en a vu tellement dans les camps de concentration qu'aujourd'hui, ça lui fait rien. D'accord. Il visite Dachau, et dans Dachau, il va dire Tata, d'un geste tranquille, a étendu le bras vers les anciens fours rouillés. Il a dit avec un sourire « C'est dans les mêmes qu'on a brûlé à Auschwitz ma première femme et mes 8 enfants. » Personne ne répond. Je regarde ces vieilles gueules de fer effondrées qui grimacent par terre. On passe à l'intérieur des chambres à gaz en briques roses. On regarde. Les griffures, imperceptibles, laissées par les ongles des condamnés. Les ultimes gravures. Des noms, des croix, des dates. Les murs pleurent des larmes de poussière. La pierre se tait. Voilà. Alors, est-ce que c'est un personnage qui a existé? Je ne sais pas. Est-ce que tout ce qu'elle raconte dans l'ouvrage a eu lieu? J'en sais rien. Mais c'est vrai que toute la force de l'ouvrage, finalement, vous l'avez bien compris, c'est de vous plonger vraiment dans les méandres d'une vie humaine, d'une vie sociale, d'une vie politique, d'une vie qui est poétique également. Et ce qui est certain quand on le lit, c'est que Griselda Israël, c'était quelqu'un qui était vivant dans tout ce qu'il y a de plus extrême. C'était quelqu'un qui était jusqu'au boutiste, qui faisait des choix qui étaient toujours les plus intenses possibles. Ce qu'elle aimait, c'était déranger, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est des gens qui l'ont connue. Et en fait, c'est ce qu'elle continue à faire, hein, même 20 ans après sa mort, hein, puisqu'elle est morte en 2005. Et ce qu'elle écrivait à Jean-Luc Hennig, ce sont ces mots qui, à mon avis, éclairent tout. Pour moi, le réel et la fiction sont indissociables. Je ne distingue pas l'un de l'autre. Pour moi, le réel est la fiction, et la fiction est réelle. Et le noir est une couleur se présente ainsi comme la réunion de ces deux dimensions qui vont fusionner en une œuvre qui permet de percevoir les prémices d'une grande écrivaine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un parfum littéraire. Merci.